L'ordre du jour appelle la discussion de la motion de censure déposée en application de l'article 49, alinéa 3 de la Constitution par Mme Mathilde Panot et 73 membres de l'Assemblée. Le Premier ministre ayant engagé la responsabilité du gouvernement sur l'adoption en nouvelle lecture de la troisième partie et de l'ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025. La parole est à Madame Marianne Maximi pour la France Insoumise pour une durée de 10 minutes. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, une fois de plus, vous faites face à la censure. Cette censure est le seul outil constitutionnel dont nous disposons pour empêcher l'adoption d'un texte à coup de 49.3. Voilà pourquoi, pour la 4e fois en une semaine, nous nous opposons à votre passage en force. Votre camp politique se recompose en permanence, seulement en apparence, car les fondamentaux demeurent. Vous êtes toujours aussi minoritaire, toujours aussi illégitime à imposer la politique économique austéritaire qui est votre obsession. Face à cette impasse, vous confirmez votre choix, l'autoritarisme et le déni de démocratie. Nous ne nous laisserons pas cette pratique devenir la règle. Voilà pourquoi, encore une fois, nous nous trouvons face à vous. Le texte que vous tentez d'imposer cette fois-ci concerne les dépenses de la sécurité sociale. À l'heure où le scorbut ressurgit en France et touche de nombreux enfants, ou que l'espérance de vie en bonne santé a cessé d'augmenter, ce budget est un enjeu majeur pour notre pays. Or, ce texte que vous voulez imposer est d'une violence sociale sans précédent. Le mois dernier, une patiente de 20 ans est morte sur un brancard après plusieurs heures à attendre aux urgences. Les syndicats, les directeurs d'hôpitaux n'ont pourtant cessé de vous alerter sur la baisse des lits en médecine, sur la pénurie de professionnels, sur les hôpitaux qui sont surchargés et les personnels débordés. À Clermont-Ferrand, dans ma circonscription, 20 services du CHU étaient en grève en novembre et décembre dernier. Les hôpitaux en France sont en grande difficulté et vous répondez à leurs souffrances par un budget austéritaire. Les fédérations hospitalières et les organisations syndicales avaient fait pourtant le travail pour vous. Elles estiment à 6% le minimum de hausse nécessaire du budget pour suivre les besoins et l'inflation. Vous proposez la moitié. Vous le savez, cela revient à mettre sous une pression intenable notre système de santé. Et ne nous dites pas que les caisses sont vides. Nous avons alerté sur votre politique de suppression aveugle des cotisations sociales au profit des grandes entreprises. Vous n'avez rien voulu entendre. Vous êtes en train de creuser le déficit du système et de combler les trous en faisant payer plus cher aux malades. Car oui, demain, se soigner en France coûtera plus cher qu'hier, avec par exemple votre taxe sur les complémentaires santé sans encadrement des tarifs pour les assurés. Vous avez traité le budget de la sécurité sociale comme vous avez traité le budget de l'État, un exercice de petit comptable. À chercher des économies à tout prix, vous avez coupé partout, à l'aveugle, sans aucune logique. Au point que depuis quelques jours, à vous écouter, vous découvrez même votre propre budget. La baisse du seuil de TVA pour les petits entrepreneurs. Ce n'est pas votre faute, vous n'étiez pas au courant, vous découvrez le problème. Ce n'est vraiment pas sérieux. Vous prétendez ne pas connaître le contenu de votre propre budget. Alors heureusement que des centaines d'artisans, d'artistes-auteurs, des micro-entrepreneurs ne se sont pas laissés faire et se sont fait entendre. Et nous saluons leur mobilisation. Autre découverte avec votre budget, le coup de rabot passé sur la recherche contre le cancer pédiatrique. Alors, que s'est-il passé, Monsieur le Premier ministre? Vous avez passé le rabot partout sans réfléchir? Vous imaginiez que celui-ci passerait inaperçu? Tout cela relève soit du cynisme ou de l'amateurisme. Mais vos mensonges et vos reculades de dernière minute sur les textes budgétaires démontrent à quel point ils sont faits à la va-vite avec pour seule boussole l'austérité aveugle. Ne pensez pas que la séquence est derrière vous, Monsieur le Premier ministre. Petit à petit, les citoyens découvrent le contenu terrible du texte que vous avez imposé et se mobilisent. Comme en ce moment, les artistes et les acteurs du secteur culturel, qu'ils se mettent debout pour la culture et pour dénoncer les coupes budgétaires qui vont les asphyxier, et ils ont tout notre soutien. Je veux profiter de cette tribune pour alerter, le budget 2026 est déjà en préparation et il sera encore pire. Le ministre de l'économie a annoncé la couleur. Le budget sera travaillé avec les entreprises, il n'y aura pas de surtaxe sur les grandes entreprises. Le coup de pression de Bernard Arnault semble avoir porté ses fruits. Autant nommer d'ailleurs directement le MEDEF à Matignon. Alors pour les grandes fortunes, vous préparez de nouveaux cadeaux fiscaux,
et pour les services publics, la casse sociale. La fuite en avant austéritaire de la Macronie n'a d'égal que ses dérives autoritaires. Depuis des mois, vous adhérez progressivement mais sûrement aux idées de l'extrême droite. La dernière loi immigration qui reprenait les idées des Le Pen, vous l'avez votée. La loi de vos alliés de la droite qui attaque le droit du sol à Mayotte, vous l'avez votée. Ce soir, le texte du député Attal, du populisme pénal pour casser la justice des mineurs, vous allez le voter. Et depuis quelques jours, le gouvernement installe dans le pays un débat nauséabond sur ce que ça veut dire être français. Tout cela pour contenter l'extrême droite et échapper à leur censure. Quelle déchéance quand la plupart des députés macronistes ont été élus avec les voix du peuple de gauche pour faire barrage à l'extrême droite. Je voudrais terminer cette intervention en m'adressant aux collègues sur les bancs de la gauche et à celles et ceux qui se revendiquent du progressisme. Car aujourd'hui, vous vous trouvez à la croisée des chemins. Vous le savez, les pseudo-concessions obtenues pèsent peu face au rouleau compresseur austéritaire macroniste. Chaque jour où ce gouvernement illégitime exerce le pouvoir, la situation s'aggrave. Toutes celles et ceux qui ont voté pour le nouveau Front populaire il y a moins d'un an comptent toujours sur nous pour faire obstacle à cette politique de brutalité sociale. Alors, ne les décevons pas. Être responsable, c'est leur barrer la route. Ce n'est pas maintenir le gouvernement le plus réactionnaire de la Ve République. C'est avoir conscience de la bascule qui s'opère, du danger qu'elle représente pour de millions de concitoyens. Être responsable, c'est ne pas renoncer à changer la vie des Français et des Françaises. Être responsable, c'est ne pas renoncer à laisser la crise économique emporter des milliers et des milliers d'emplois. C'est ne pas laisser les militants pour le climat face à une répression féroce. Vous savez tout à fait que ce budget n'est pas un bon budget. Le censurer n'entraînera aucun blocage de la sécurité sociale. Alors il est grand temps de s'opposer à ce gouvernement avant qu'il soit trop tard. Car ne pas voter la censure, c'est valider des budgets austéritaires avec 6 milliards en moins. Ne pas voter la censure, c'est continuer à laisser la démocratie se faire piétiner et valider un gouvernement illégitime. Ne pas voter la censure, c'est laisser ce gouvernement reprendre une à une les idées et le programme du Front National. Collègues, ne pensez pas que vous pourrez revenir en arrière quand il vous le chantera. Vous l'avez vu avec l'AME, ils iront toujours plus loin dans l'indignité et la trahison de nos principes républicains. Demain, ça sera la remise en cause du droit du sol ou un référendum inconstitutionnel sur l'immigration. Et puisque nous y sommes, pourquoi pas la déchéance de nationalité? Car au jeu de la politique du moins pire, vous allez perdre. Le Premier ministre n'a qu'à proposer toujours pire pour que la barre du moins pire soit toujours plus haute, toujours plus loin du programme que nous portons en commun. Alors saisissez aujourd'hui votre opportunité d'arrêter cette course avant que votre main soit toujours prise dans l'engrenage encore plus loin. Car au fond, ne pas voter la censure, c'est dire quoi? Que finalement, 2 ans de plus, ce n'est pas si grave? C'est peut-être le cas pour celles et ceux qui possèdent, qui dominent, qui ont la bonne couleur de peau ou la bonne religion. Mais pour les autres, pour celles et ceux qui n'ont que leur force de travail pour vivre, pour celles et ceux qui au quotidien subissent le racisme et les discriminations, chaque jour de plus est insupportable. Enfin, Monsieur le Premier ministre, vos mensonges hier et aujourd'hui devant la représentation nationale sont d'une extrême gravité. Vous ne pouviez ignorer ces nombreux faits de pédocriminalité dans l'établissement catholique de Bétarame. Vous prétendez le contraire, pourtant la presse a publié des preuves que pas moins de 3 alertes vous ont été adressées à ce sujet. Une victime vous a même écrit directement et pour seule réponse à sa souffrance, vous lui avez apporté un silence glaçant. Ce mépris envers les victimes, ces mensonges ici devant les députés ne sont pas acceptables et doivent vous conduire à démissionner et vos collègues à voter la censure. Je vous remercie. La parole est à présent à Monsieur Jérôme Guedj pour le groupe socialiste. Merci. Ça, tu sais pas, Thibault.
Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les députés, c'est un peu un jour sans fin, celui de la marmotte où nous répétons, mais la pédagogie est faite de répétitions, ce que nous pensons de ce PLFSS. Et donc, je vais le redire avec beaucoup de sérénité et de tranquillité, ce n'est pas un bon budget, c'est juste un budget dont nous avons besoin, et j'y reviendrai dans un instant. C'est aussi un budget dans lequel nous avons pu, autant que possible, corriger, atténuer, voire supprimer un certain nombre de mesures défavorables que vous envisagiez. Mais c'est un PLFSS qui demeure, comme malheureusement ces dernières années, plusieurs PLFSS en deçà des attentes. D'abord sur la forme, je le redis, et j'en profiterai, Monsieur le Premier ministre, parce que je vous reposerai quelques-unes des questions qui n'ont pas eu de réponse la fois précédente, il y a 2 jours. Le premier des écueils auxquels nous nous confrontons collectivement est que l'outil de la loi de financement de la sécurité sociale n'est plus du tout adapté pour parler d'assurance maladie, pour parler de politique familiale, pour parler même de retraite, parce qu'il ne part pas des besoins de la population. Et donc je vous le redemande, Monsieur le Premier ministre, vous aviez dit dans votre discours de politique générale « Nous allons travailler désormais à une loi pluriannuelle de programmation en santé ». La question qui se pose très directement à nous, c'est sommes-nous capables, je le dis devant le rapporteur du PLFSS, sommes-nous capables de co-construire, de réfléchir à la manière dont nous appréhendons cette question-là pour le PLFSS 2026, parce que sinon, les mêmes causes produiront les mêmes effets et nous aurons un PLFSS qui sera une somme de frustration, d'insatisfaction et d'insuffisance. Donc cette nécessité de la pluriannualité de la programmation, elle demeure absolument essentielle. De la même manière, sur un sujet sur lequel vous n'avez pas répondu et que Madame Vautrin connaît parfaitement, sur le fait que les dispositions de ce PLFSS s'agissant du médico-social et notamment des personnes âgées ne permettent pas de répondre à la crise de ce secteur. C'est une crise systémique, c'est une crise structurelle qui n'est pas que la question qui est le bout de la pointe, le médico-social, la perte d'autonomie, le grand âge, mais qui est plus largement la manière dont nous sommes capables dans ce pays de prévenir la perte d'autonomie, de reconnaître la place des personnes âgées dans la société, de repérer les fragilités, d'aller vers ces situations de difficulté. Bref, autant de sujets qui nécessitent peut-être pas une loi Calico, je vous redis que vous aviez indiqué que vous n'aimiez pas l'expression, mais la fameuse loi grand âge qu'Emmanuel Macron avait lui-même jugée absolument indispensable, annoncée, rendez-vous compte, en juin 2018, programmée pour la fin de l'année 2019, et dans une sorte de procrastination gouvernementale dont vous n'êtes pas les seuls à avoir été frappés. Tous vos prédécesseurs, de droite comme de gauche, ont été frappés de cette procrastination gouvernementale qui refuse de voir l'ampleur de la transition démographique. Nous sommes capables de regarder la transition écologique, s'il a fallu du temps pour la regarder à sa juste mesure. Nous sommes confrontés évidemment à la transition numérique, à la digitalisation de la société, et cette révolution anthropologique que constitue le vieillissement de la population, nous sommes incapables de l'appréhender, ou alors nous le faisons de manière homéopathique et donc insuffisante, à coup de fonds d'urgence et de colmatage de grandes difficultés, comme c'est le cas dans ce PLFSS. Et donc, je souhaite aussi là que nous ayons une méthode de travail. Je le redis, avec la même solennité, il y a un hiatus entre la volonté exprimée unanimement par les parlementaires qui, l'année dernière, ont voté à l'unanimité la demande d'une loi de programmation sur le grand âge et les réponses, pour l'instant, très parcellaires, un plan, une stratégie, pourquoi pas, mais nous avons besoin d'outils juridiques pour le faire. Je vous prends qu'un seul exemple. Un des fléaux de notre société aujourd'hui, c'est l'isolement des personnes âgées. Voilà. Ce que les petits frères des pauvres appellent la mort sociale des personnes âgées. Aujourd'hui, il n'y a aucun acteur de politique publique, hormis le volontarisme des centres communaux d'action sociale, qui n'est chargé de ce mal du siècle, qui est celui de l'isolement des personnes âgées. La Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie a, de manière balbutiante, là aussi, commencé à investir ce sujet. Mais faisons-en, sinon une grande cause nationale, en tous les cas, un objet de politique publique qui nécessite
des supports législatifs, je pourrais, vous le savez, continuer à vous parler longuement de ces enjeux, de l'insuffisance de l'APA, du reste à charge dans les établissements, de l'isolement, je viens de le mentionner, des moyens pour les aidants, autant de choses qui ne figurent pas dans votre PLFSS. Alors je vous disais au début de mon propos que nous avons quand même limité les effets les plus délétères. Et je le redis, et je m'attends à la réaction immédiate, mais je suis mithridatisé désormais, nous n'avons pas la négociation honteuse et donc nous n'aurons pas la non-censure honteuse. Car cette négociation a permis de revenir sur la partie des dépenses que nous examinons à l'instant, sur des éléments qui étaient très problématiques. Le premier, c'était les déremboursements de médicaments et de consultations médicales que vous aviez envisagés. Passer de 70% à 60 ou 65%, selon que ça concernait uniquement les médicaments ou les consultations médicales. Mon inquiétude est que, même si nous l'avons échappé belle, si j'ose dire, et c'est le fruit de la discussion et des négociations que nous avons eues, c'est la petite musique qui consiste à dire que vous pourriez remettre sur le métier cette tentation-là. Et le grand débat qui est devant nous, c'est celui de la répartition entre ce qui relève des dépenses portées par la sécurité sociale. Je vous le redis, c'est le 80e anniversaire de la sécurité sociale, dont l'ambition originelle était d'embrasser tout ce qui préexistait ou existait, à sa fois l'aide sociale, mais aussi les complémentaires. Et je pense qu'un des grands débats auxquels on ne peut pas échapper, c'est celui, appelons-le, du 100% Sécu, en tous les cas, de l'élargissement du panier de soins porté par la sécurité sociale. Et je le dis, il n'est pas là, mais j'avais été très inquiet quand le ministre de l'économie, alors ça fait partie des expressions autonomes et personnelles d'un certain nombre de vos ministres, qui brouillent parfois le paysage, je tiens à vous le dire, monsieur le Premier ministre, quand il avait expliqué, est-ce que ce n'est pas injuste de rembourser de la même manière quelqu'un qui gagne très bien sa vie et quelqu'un qui gagne moins bien sa vie? Et là, je vous le dis, ça c'est une ligne de fracture majeure. Ici, attaché au Conseil national de la résistance, l'universalité de la sécurité sociale demeure intouchable. Si vous modulez les remboursements de l'assurance maladie pour les consultations médicales comme pour les médicaments, alors vous avalisez la logique de la sécurité sociale à deux vitesses. Et donc, je préfère que nous ayons un débat novateur, inédit, qui consiste en ce 80e anniversaire de la sécurité sociale à se poser la question de savoir comment on élargit le périmètre de la sécurité sociale et non pas comment on le rabougrit. Comment, à partir de la sécurité sociale, dont les frais de gestion sont 2 à 3 fois moins élevés que ceux des organismes complémentaires, on est capable de dire, en termes de bonne gestion, eh bien, il y a un panier de soins qui est remboursé, il est obligatoire, il est le même pour tout le monde, il est financé par les cotisations, chacun selon ses moyens qu'il reçoit, selon ses besoins, plutôt que de se dire que par petites touches, vous savez qu'aujourd'hui, c'est à peine 53% des dépenses de soins de ville qui sont remboursées par la sécurité sociale. On demeure à 72-75% sur la totalité des dépenses d'assurance maladie, mais uniquement parce qu'il y a les ALD, uniquement parce qu'il y a la dépense hospitalière. Donc voilà un des éléments, en tous les cas, d'avancées que nous avons pu obtenir ou de moindre mal. L'autre, cela a été mentionné, c'est de dégager, est-ce suffisant, est-ce insuffisant, 1 milliard de plus pour l'hôpital, c'est l'équivalent de 18 000 postes qui peuvent être maintenus ou qui peuvent être créés dans les établissements. Et enfin, le triplement du fonds d'urgence pour les EHPAD. Voilà autant de raisons qui me font dire que ce n'est pas un bon budget, mais il est moins mauvais que celui qui était porté par Michel Barnier. Et je veux terminer par un point, parce qu'il est psalmodié de manière récurrente, l'idée selon laquelle s'il y avait une censure et donc pas de budget de la sécurité sociale, ce ne serait pas grave. Je connais trop le PLFSS, j'aime trop les acteurs qui le portent et ceux qui le font vivre, notamment dans les hôpitaux, pour ne pas dire que ce serait problématique. Parce que, notamment, l'absence d'ONDAM, qui est inédite depuis la création de l'outil en 1997, crée des difficultés dès aujourd'hui dans les établissements, puisque c'est à partir de l'ONDAM qu'ils peuvent tarifer et donc être remboursés auprès de l'assurance maladie, ce qui fait que, pour l'instant, en l'absence, eh bien, on ne peut pas intégrer la revalorisation de l'inflation de 1,9% en 2024 et on ne peut pas tarifer, ce qui est donc une perte de recettes pour les établissements au moment même où ils sont confrontés à une augmentation de leurs coûts. La masse salariale augmente structurellement, le prix des médicaments augmente et puis un certain nombre de fournisseurs ont augmenté aussi. Ce qui a eu des conséquences en termes de recrutement de personnel soignant dans les établissements hospitaliers,
en termes de paiement des factures auprès des fournisseurs et des prestataires et en termes de décision d'investissement. Donc, je voulais prendre ces quelques secondes pour tordre le cou à cet argument un peu facile qui consiste à dire « ça n'a pas de conséquence de ne pas avoir de PLFSS ». Je préfère ce PLFSS, aussi insuffisant soit-il. Nous ne censurerons pas ce PLFSS. Nous aurons donc un PLFSS, mais nous devons dès à présent préparer les suivants parce que sinon, alors vous vous exposerez à des difficultés plus sévères. Merci beaucoup, monsieur le député. La parole est à présent à monsieur Thibault Bazin pour le groupe Droite républicaine. Je suis plus petit que Jérôme. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, les jours se suivent et se ressemblent étrangement. Alors que nous examinons la 4e motion de censure déposée par la France Insoumise en 8 jours, nous commençons tous à ressentir une certaine lassitude. Comme à son habitude, LFI persiste à rechercher le chaos institutionnel dans un moment où l'adoption d'une motion de censure aurait un effet cataclysmique sur nos finances publiques. Je le répète depuis des semaines, en tant que rapporteur général, mais également en tant que citoyen. Je m'attacherai dans cette intervention à essayer de dire la vérité sur nos comptes publics et dénoncer le danger de ceux qui jouent avec nos comptes publics. Depuis la censure du gouvernement de Michel Barnier, la France est privée de budget et cela inquiète légitimement les Français. Il faut y remédier de toute urgence. Sinon, la facture de la censure va encore s'aggraver. Cette facture ne sera pas que budgétaire, elle sera aussi sociale. Et là, vous pourrez parler de violence. Et c'est peut-être le plus grave. Il est de notre devoir de répondre à cette inquiétude en faisant preuve de responsabilité, mais aussi d'exigence pour l'avenir de la France. Voilà l'état d'esprit qui nous anime avec Laurent Wauquiez et les collègues du groupe de la droite républicaine. Monsieur le Premier ministre, vous avez engagé votre responsabilité sur la 3e partie de ce projet de loi de financement de la sécurité sociale. Cela s'est avéré nécessaire dans la configuration actuelle. Il s'agit, mes chers collègues, de la partie consacrée aux dépenses sociales. La France Insoumise parle d'un budget austéritaire. Alors j'ai regardé de plus près les chiffres. Toutes branches, y compris le Fonds de solidarité vieillesse, les dépenses pour 2025, écoutez-moi bien, vont s'élever à 666,4 milliards d'euros, soit une hausse de 23,5 milliards d'euros par rapport à 2024, ce qui représente 3,7% d'augmentation, bien supérieure donc à l'inflation attendue. Et l'année précédente, les dépenses avaient déjà progressé de 32,2 milliards, soit une hausse sur 2 ans de 9,1%. On est loin de l'austérité. Ne mentons pas aux Français. Par votre motion de censure, vous prenez surtout le risque d'empêcher la mise en œuvre de mesures attendues et utiles aux Français. Elle tomberait si cette motion de censure était adoptée. Alors soyons très concrets, mes chers collègues. Par votre motion de censure, vous prenez le risque d'empêcher la réforme du calcul des retraites des agriculteurs prévue à l'article 22 en l'alignant sur les 25 meilleures années dès 2026. C'est un combat de longue date que nous portons avec notre collègue Julien Dive. Par votre motion de censure, vous prenez le risque d'empêcher l'augmentation prévue à l'article 21 quater du fonds de soutien exceptionnel aux maisons de retraite qui est passé durant cette nouvelle lecture de 100 millions à 300 millions d'euros. Par votre motion de censure, vous prenez le risque d'empêcher l'instauration de l'infirmier coordinateur dans les EHPAD prévu à l'article 21 ter. Par votre motion de censure, vous prenez le risque d'empêcher la généralisation du dispositif anti-gynéco prévu à l'article 17 bis. Par votre motion de censure, vous prenez le risque d'empêcher l'expérimentation prévue à l'article 21 de la fusion des sections soins et dépendance, une simplification demandée de longue date par les départements pour financer l'autonomie. Par votre motion de censure, vous prenez le risque d'empêcher l'expérimentation prévue à l'article 17 octies de la prise en charge par l'assurance maladie de tests pour détecter une soumission chimique, y compris sans dépôt de plainte. Avec cette motion de censure, vous prenez le risque de mettre toutes ces mesures attendues à la poubelle. Et finalement, avec cette motion de censure, vous risquez sérieusement de fragiliser davantage ceux que vous prétendez pourtant défendre. Il est encore temps de vous ressaisir, mes chers collègues. C'est la raison pour laquelle je vous invite, mesdames et messieurs les députés de la France Insoumise, à retirer votre motion pour l'intérêt général de la France. On a bien noté votre opposition. Il n'est pas nécessaire d'aller jusqu'à continuer à priver la France d'un budget et générer encore davantage d'instabilité politique. La facture de la précédente censure est déjà conséquente et se mesure en perte de croissance et donc en perte d'emploi et ainsi en perte de recettes sociales. Pour ma part, même si je ne suis pas d'accord avec tout,
je préfère un budget imparfait à l'absence de budget. Il y a 2 jours, je suis revenu sur les enjeux liés aux recettes de la sécurité sociale. Je vais me concentrer aujourd'hui sur les enjeux liés aux dépenses de la sécurité sociale. Alors oui, il faut mieux maîtriser nos dépenses sociales en s'assurant du service rendu, de sa qualité, de sa pertinence. Car ces dépenses permettent de protéger les Français, de financer notre système de soins, de financer notre système de retraite, de faire face à la perte d'autonomie. Nous tenons ardemment avec mes collègues à notre protection sociale. Cela doit nous réunir. Nous l'avons hérité du Conseil national de la résistance. Mais il faut s'assurer que chaque euro dépensé, Monsieur Vigier, que chaque euro dépensé est justifié. C'est une question aussi de justice, mais également un impératif pour la cohésion sociale et la pérennité de notre modèle. Il n'est plus possible pour le bien du pays de naviguer au gré des gouvernements, de préparer un budget en quelques jours à partir de mesures purement paramétriques. Plutôt que des rabots budgétaires imposés à l'aveugle, pouvant porter préjudice injustement, il faut de toute urgence œuvrer résolument, mais avec discernement, au redressement de nos comptes sociaux. C'est un préalable, c'est un impératif. Et en procédant ainsi, nous pourrons relever les défis, en particulier du vieillissement de la population ou de la dénatalité. Monsieur le Premier ministre, vous avez raison quand vous indiquez qu'il faut d'ores et déjà préparer le prochain budget. Je dirais même qu'il faut d'abord veiller à ce que la réalisation du budget actuel soit conforme aux prévisions. Je vous invite à une très grande vigilance afin d'éviter tout dérapage. Je vous invite également à un grand volontarisme pour mettre en œuvre les outils que nous avons insérés dans ce budget de la sécurité sociale. Nous souhaitons donc que nous nous remettions au travail dès demain, tous ensemble, pour non seulement réussir l'exécution du budget de cette année, mais aussi préparer le budget de l'année prochaine. En ciblant prioritairement les baisses de dépenses au lieu des hausses de taxes. La France a déjà le taux de prélèvement obligatoire le plus élevé d'Europe. Je sais, vous voulez toujours taxer plus. En apportant une vision pluriannuelle pour donner de la visibilité aux acteurs économiques et institutionnels, en s'attaquant au déficit abyssal de notre système de retraite. Pas celui apparent, mais le véritable déficit, en intégrant ce qui est pris en charge dans le budget de l'État. En identifiant aussi plus précisément les sources d'économie, notamment dans les opérateurs de l'État et les doublons, pour éviter les coups de rabot sans discernement et peu lisibles. À ce sujet, nous avons complété avec nos collègues sénateurs l'article 25. Il s'agit un peu d'une novation législative qui vient améliorer la bonne information du Parlement et devrait faire jurisprudence. Ainsi, les dotations de l'assurance maladie à tous les opérateurs qui en bénéficient sont désormais clairement mentionnées avec des plafonds. Monsieur le Premier ministre, il faudra dans les prochaines semaines aller plus loin. Certaines missions des agences sanitaires se chevauchent. Ainsi, plusieurs agences édictent des indicateurs, par exemple. Ainsi, plusieurs agences édictent des guides. N'y a-t-il pas là matière à des simplifications et des synergies intelligentes, synonymes non seulement de meilleure efficience, et même d'économie? Il faut s'y atteler dès maintenant. Si on veut mieux maîtriser nos dépenses sociales, il faut aussi s'y atteler avec courage et méthode. Ainsi, certaines dépenses ne sont pas justifiées et elles scandalisent nos concitoyens qui participent au financement de notre modèle de protection sociale et s'inquiètent des dérapages budgétaires, de ces déficits qui s'accumulent, se traduisant par une dette qui pèsera sur les générations futures. Et nous sommes aussi là pour eux. En avons-nous suffisamment conscience? Une meilleure maîtrise des dépenses sociales passe par un renforcement de la lutte contre les fraudes. Dans ce budget de la sécurité sociale, nous avons fait adopter ici et au Sénat des amendements afin de renforcer nos outils pour lutter contre la fraude. Soyons là encore très concrets, mes chers collègues. L'article 16 bis B permettra d'avancer sur la carte vitale électronique et la vérification de l'identité des bénéficiaires pour éviter les fraudes à l'identité. Plusieurs articles, comme l'article 16 bis A, traitent du renforcement des échanges d'informations pour mieux lutter contre la fraude. D'autres permettront de mieux contrôler les pensions versées à l'étranger. Qui peut accepter encore aujourd'hui que des pensions continuent à être versées indûment à des personnes pourtant décédées depuis longtemps? Nous avons, par exemple, sous l'impulsion de mon collègue Pierre Cordier, que vous connaissez, Madame la Ministre, créé une obligation incombant aux bénéficiaires de fournir un certificat de vie délivré par le consulat français de leur pays de résidence, ou par une application électronique sécurisée, ou encore par un organisme tiers, et ça va même simplifier la vie de nos concitoyens. Notre groupe a toujours été vigilant pour que ceux qui trichent ne profitent pas des ressources issues de cotisations de ceux qui travaillent. C'est encore une question de justice. Sur la maîtrise des dépenses en imagerie médicale, en biologie ou dans les transports sanitaires. Attention à corriger effectivement les abus, mais sans porter préjudice à ceux qui agissent dans la proximité, avec le souci de la qualité et de la pertinence des actes. Dit autrement, il faut préserver ce qui vaut et modifier ce qu'il faut. Nous sommes ainsi restés vigilants
pour préserver l'accès aux soins dans nos territoires. J'ai personnellement échangé avec le directeur général de l'assurance maladie. Sur les transports sanitaires, les CPAM pourront proposer des valorisations dédiées pour couvrir les points de fragilité de leur territoire. C'est l'engagement qui a été pris et nous serons extrêmement attentifs à l'application sur ce point. Plus que jamais, notre groupe de la droite républicaine veut être utile aux Français. Chacun pourra le constater à travers ces quelques exemples de ce que nous avons obtenu. Bien sûr, il vous appartiendra, après l'adoption de ce budget, mesdames et messieurs les ministres, de vous saisir de ces nouveaux outils. Mais cela ne sera pas suffisant. Il faudra aller encore plus loin pour éviter les indus. Une illustration encore. La Cour des comptes, pour la 2e année consécutive, a refusé de certifier la branche famille. La Cour des comptes indique, je cite, que la capacité de détection des erreurs par le réseau de la CNAF demeure très inférieure au risque induit par l'insuffisante fiabilité des données déclarées par les allocataires. Ainsi, 5,5 milliards d'euros auraient été indûment versés aux allocataires ou non rappelés en 2023. À la lumière de cet audit, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, nous souhaiterions connaître les mesures que compte prendre le gouvernement afin d'enfin réduire efficacement le risque résiduel relatif aux données déclarées des bénéficiaires d'allocations familiales. Alors pourquoi sommes-nous si attentifs à la maîtrise des dépenses sociales du côté de la droite républicaine? C'est parce que c'est un impératif. Si on veut non seulement combler les déficits, mais également éviter d'augmenter la pression fiscale ou le coût du travail. Les déficits, mes chers collègues, ils inquiètent les Français. Il ne faudra pas les oublier dès l'adoption des budgets. Le déficit de toutes les branches de la sécurité sociale, hors fonds de solidarité vieillesse, s'élevait à 15,7 milliards d'euros dans la version du Sénat avant la censure. Après l'actualisation du tableau d'équilibre et des chiffres fournis par le gouvernement, le texte que nous examinons en nouvelle lecture affiche un déficit aggravé qui est de plus de 22 milliards d'euros. Le solde de la branche maladie se creuse de plus de 2 milliards d'euros. Pour la branche vieillesse, ce sont 3 milliards d'euros de déficit supplémentaire en l'espace de 2 mois. Plus inquiétant encore, mes chers collègues, pour les années à venir, les projections pour nos finances sociales se dégradent également. Le déficit de l'ensemble des branches, en incluant le fonds de solidarité vieillesse, se dégraderait ainsi d'1 milliard d'euros supplémentaires en 2026 et de 2 milliards d'euros d'ici 2028. Chers collègues, cette trajectoire est très inquiétante, car elle n'inclut pas les éventuels événements exogènes qui pourraient la bousculer. Il est urgent de modifier la donne et de redresser nos finances sociales, car les déficits s'accumulant, c'est notre dette sociale qui devient insoutenable. Par conséquent, il est tout à fait évident que si cette nouvelle motion de censure de la France insoumise venait à être adoptée, la France en serait affaiblie encore davantage. Car le déficit serait encore pire, avec plus de 28 milliards. Nous ne pouvons pas l'accepter. Il en va de notre responsabilité à tous. C'est la raison pour laquelle les députés du groupe de la droite républicaine ne voteront pas cette motion de censure. Mais le redressement de nos comptes sociaux passera enfin par des réformes structurelles. Il ne faut plus les reporter. Tous les efforts mentionnés doivent s'accompagner d'une réflexion plus générale sur notre taux d'emploi et sur notre natalité qu'il faut relancer alors que le désir d'enfant est de plus de 40% supérieur au taux de fécondité constaté. Le plus crucial à court terme, mes chers collègues, n'est pas contenu dans ce budget. Il relève de notre taux d'emploi qu'il faut améliorer. Imaginez que si nous avions un taux d'emploi similaire à l'Allemagne, nous aurions 15 milliards de recettes sociales de plus et 5 milliards de prestations de moins à verser, soit une différence de 20 milliards qui comblerait l'essentiel du déficit de la sécurité sociale. Voilà le principal levier à utiliser. Nous ne pouvons pas en faire l'économie si on tient à la pérennité de notre modèle de protection sociale. Notre système est fondé sur le travail et la solidarité intergénérationnelle. 2 principes fondamentaux de plus en plus dévoyés. Alors avec les collègues de la droite républicaine, nous voulons y remédier en rétablissant de la justice sociale. Nous voulons ainsi créer un écart significatif à situation familiale identique en préservant le handicap et les accidents de la vie entre la famille dont les parents travaillent et celle dont les parents ne travaillent pas. Ainsi, exercer un emploi, naturellement quand on le peut, doit redevenir toujours plus rémunérateur que le cumul des aides. Supprimons les trappes à inactivité dans lesquelles la reprise d'un travail ou l'augmentation de son volume horaire fait moins gagner de salaire que perte de prestations ou de tarifs sociaux. En procédant par étapes vers une allocation sociale unique, cela sera une simplification pour les bénéficiaires et permettra dans le même mouvement de lutter contre le non-recours et de réduire les frais de gestion. Cela doit aller de pair avec un rétablissement des allocations familiales aux familles qui travaillent, et peut-être dès le premier enfant, qui ont été pénalisées par la mise sous condition de ressources, un coup de rabot de la présidence de François Hollande. Voilà notre priorité pour la France, mesdames et messieurs les ministres, mes chers collègues, mieux valoriser ceux qui travaillent afin d'assurer la pérennité de notre protection sociale. Il en va de notre cohésion et de l'avenir de notre nation. Notre boussole a toujours été et restera la France.
Je vous remercie, monsieur le député. La parole est à présent monsieur Benjamin Lucas Lundy pour le groupe écologiste et social. Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, chers collègues, au fond, dans ce débat qui, une fois de plus, nous réunit, la question centrale est de savoir ce que nous sommes prêts à accepter au nom d'une stabilité que vous avez érigée au rang d'impératif absolu. On pourrait relativiser cette aspiration à la stabilité tant elle est secondaire dans l'esprit de nos compatriotes par rapport à des questions concrètes qui relèvent de leurs urgences quotidiennes. La stabilité institutionnelle, la stabilité d'un gouvernement est peu de choses quand on la met en balance avec son départ à la retraite, le nombre d'élèves dans la classe de ses enfants, le niveau de son salaire, son temps d'attente en salle d'urgence, l'état de remplissage de son frigo. De notre point de vue, c'est votre politique qui crée l'instabilité. Instabilité du quotidien, instabilité des repères républicains, instabilité de la France qui semble incapable de parler au monde, repliée sur elle-même et sur les obsessions absurdes de l'extrême droite. Mais je respecte ceux de nos collègues qui doutent, qui pensent que vous laisser continuer ainsi est un moindre mal. L'instabilité fait peur, je ne le nie pas. L'instabilité crée de la confusion et des angoisses, je ne le méprise pas. Le sujet est bien de savoir où l'on met le curseur. Aucune réponse n'est simple, mais voici la mienne. Je crois, et j'en suis triste, que l'histoire jugera sévèrement, Monsieur le Premier ministre, cette période. Elle est, à bien des égards, un test de survie pour notre démocratie parlementaire et plus largement pour notre pacte républicain. Permettez-moi un détour par l'art pour tâcher avec vous d'y voir clair. Dans I comme Icare, magnifique film réalisé par Henri Verneuil en 1979, avec Yves Montand magistral, une scène marquante s'inspire directement de l'expérience de Milgram sur l'obéissance à l'autorité. Le film raconte l'enquête du procureur Volney sur l'assassinat du président d'un pays fictif. Refusant de signer un rapport officiel bâclé, Volney découvre une conspiration et explore les mécanismes du pouvoir et de la manipulation. Dans ce contexte, il assiste à une expérience en laboratoire où un chercheur étudie jusqu'où des individus ordinaires peuvent aller en infligeant des chocs électriques de plus en plus douloureux à une autre personne, simplement sous l'ordre d'une autorité jugée légitime. L'objet de l'expérience, ce n'est pas celui à qui on inflige la souffrance, mais celui à qui on intime l'ordre de délivrer ses décharges. Cette scène illustre comment l'obéissance aveugle peut mener à des actes cruels, à une manipulation des masses et à l'acceptation de l'inacceptable par soumission au pouvoir. Mes chers collègues, nous vivons ici, et à travers nous tous les citoyens de ce pays, une expérience de Milgram en grand, en très grand. C'est notre soumission à la stabilité que vous éprouvez, que vous testez. Je nous interroge et j'interroge ceux de mes amis et camarades qui sont sincèrement tiraillés entre le rejet de votre politique et la peur de l'instabilité. Jusqu'où ira cette situation ? Pouvons-nous tout accepter au nom de la stabilité ? Pouvons-nous accepter au nom de la stabilité une cure d'austérité qui va affaiblir nos services publics et nos solidarités ? Vous prétendez réduire les déficits que vous avez creusés en baissant la dépense publique, donc en affaiblissant la puissance publique. Nous voulons que l'effort soit partagé, donc supporté par ceux qui peuvent le plus, par ceux qui sont les grands gagnants de votre politique depuis 7 ans. Nous voulons la justice fiscale, nous voulons que les plus riches de nos compatriotes payent davantage pour que le pays tienne debout, pour préserver notre contrat social, notre pacte républicain. Pouvons-nous accepter, au nom de la stabilité, que vous persistiez, en dépit du rejet exprimé par le pays dans les urnes, dans une politique économique marquée par le laxisme fiscal à l'égard des ultra-riches et des multinationales ? À l'heure où se multiplient sur tous nos territoires des plans de licenciement massifs, comment pouvez-vous continuer à refuser d'exiger le remboursement des aides publiques aux entreprises qui licencient alors qu'elles distribuent des dividendes à leurs actionnaires ? Nous croyons qu'il y a là une question patriotique et morale qui devrait vous obliger à jeter vos dogmes obsolètes à la rivière. Pouvons-nous accepter, au nom de la stabilité, que malgré un mouvement social uni et massif, soutenu par une écrasante majorité du pays, malgré 3 défaites électorales majeures pour ces promoteurs zélés dont vous êtes, la réforme des retraites ne soit pas abrogée par un vote de l'Assemblée nationale souveraine. Pouvons-nous accepter, au nom de la stabilité, que la France prenne du retard pour faire face à l'urgence climatique, qu'on continue à céder aux lobbies et à s'enfermer dans les croyances productivistes du passé? Vous semblez, en la matière, comme en tant d'autres malheureusement, d'un autre temps, et c'est regrettable. Pouvons-nous accepter, au nom de la stabilité, que le résultat des urnes ait été bafoué? Le président de la République a provoqué une dissolution brutale. Il l'a fait
Conscient que l'extrême droite était au plus haut et pouvait s'emparer du pouvoir, il s'en est fallu d'un sursaut digne et puissant du peuple français pour déjouer ce plan machiavélique, cette combinaison d'un apprenti sorcier de la politique. Après cette élection, il a paralysé les institutions, bloqué le pays pour refuser à la gauche et à son nouveau Front populaire un exercice des responsabilités que sa majorité relative lui donnait le devoir de tenter dans la durée. Pire, après la censure qui lui rappelait cette réalité, le président Macron a nommé l'un des siens, macroniste avant l'heure. Vous êtes, monsieur le Premier ministre, le gardien du temple macroniste et vous verrouillez toute alternative réelle pour ce pays. Le message avec vous est clair, ce sera le bilan d'Emmanuel Macron, rien que le bilan d'Emmanuel Macron, tout le bilan d'Emmanuel Macron. Pouvons-nous accepter, au nom de la stabilité, qu'une équipe gouvernementale, et j'en vois une illustration au premier rang, censurée en décembre, voit un tiers de ses membres renouvelés en janvier? Pouvons-nous accepter, au nom de la stabilité, que ce gouvernement compte en son sein 2 anciens premiers ministres qui sont probablement les plus détestés dans le pays? Pouvons-nous accepter, au nom de la stabilité, les provocations récurrentes d'un ministre de l'Intérieur en roue libre qui va jusqu'à remettre en cause les programmes d'histoire à l'école pour servir son discours au relent colonialiste et ses obsessions néoconservatrices? Pouvons-nous accepter que au nom de la stabilité, que le Premier ministre mente à la représentation nationale hier et aujourd'hui encore sur un scandale qui nous submerge par son horreur? Pouvons-nous accepter, au nom de la stabilité, que ce Premier ministre reprenne les thèmes et les termes de l'extrême droite, évoquant une prétendue submersion migratoire digne des discours les plus complotistes, et nous explique que, je cite, « les préjugés se fondent sur la réalité, ce qui est la justification même de tous les racismes ». Pouvons-nous accepter, au nom de la stabilité, le retour d'un débat rance sur une identité nationale fantasmée dont le seul résultat va être la hausse des attaques racistes, de la mise en tension du pays, des stigmatisations? En quelques jours à peine, on a vu déferler contre un humoriste une haine islamophobe venue de familles politiques qui se prétendaient centrales. Jusqu'où irez-vous? Jusqu'à quelle compromission morale avec le lepénisme vous compromettrez-vous? Amener, comme vous le faites, un débat sur l'identité nationale est dangereux, non seulement parce qu'il pourrait déchaîner dans la société les passions tristes et rances, mais aussi parce qu'il replierait notre pays sur lui-même, frileux, fébrile, manquant de confiance dans son modèle républicain et d'amour de lui-même suffisant pour s'accepter tel qu'il est et grandir. Allons-nous nous regarder le nombril, obsédés par des querelles identitaires, pendant que se posent à nous des défis mondiaux, géopolitiques, existentiels, qui nous obligent à voir large et à penser haut? Pouvons-nous accepter, au nom de la stabilité, que la majorité du pays, celle qui s'est dressée pour faire barrage à l'extrême droite le 7 juillet, celle qui est la masse victorieuse des élections législatives, celle qui a su faire triompher la République et ses valeurs sur le risque d'effondrement et de mise en œuvre du projet réactionnaire du RN, que ces millions de Français soient méprisés, insultés par tant de gages, d'offrandes, de courbettes que vous faites à la famille Le Pen? Pouvons-nous accepter, au nom de la stabilité, qu'Emmanuel Macron se comporte en chef de clan obsédé par la protection des siens plutôt qu'en président de la République soucieux de l'intérêt général? De l'affaire Benalla à la nomination de Richard Ferrand, en passant par les affaires Kohler ou la reconduction de ministres accusés de corruption, c'est la confiance de nos concitoyens envers nos institutions qui est sans cesse ébranlée. Le macronisme est, je le crois, un saccage de la République en bande organisée. Dans une démocratie adulte, apaisée, vous ne seriez pas là, monsieur le Premier ministre. Alors, il nous appartient, pour remettre les choses à l'endroit, pour être fidèles au vote des Français et pour que la démocratie survive à ces attaques répétées, que vous ne soyez plus là demain. Voilà pourquoi nous vous censurons. Je vous remercie. La parole est à présent à monsieur Cyril Isaac-Sibille pour le groupe démocrate. Merci bien. Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, Mesdames les ministres, chers collègues, nous sommes le 12 février 2025 et à cette date, à cette heure, la France ne dispose toujours pas d'une loi encadrant le financement de la sécurité sociale, loi qui nous permet pourtant d'assurer la pérennité de ce système. Cette situation inédite
plonge les Français dans une profonde incertitude, alors même que la trajectoire de nos comptes sociaux se dégrade de façon alarmante. Chaque semaine perdue accentue nos difficultés et fragilise un peu plus notre modèle solidaire. Initialement, le déficit de la sécurité sociale était estimé à 16 milliards d'euros pour 2025. Nous le savons désormais qu'il atteindra 23 milliards d'euros et si nous repoussons encore l'adoption de ce texte, il pourrait frôler les 30 milliards, mettant en péril notre modèle de protection sociale. Votre motion de censure, chers collègues insoumis, est irresponsable. Ce n'est pas moi qui le dis, mais le Haut Conseil de financement de la protection sociale. Je cite « L'inertie décisionnelle de notre Parlement conduirait à une fragilisation sans précédent de la sécurité sociale. Une reprise de dette à relative brève échéance s'avère inévitable compte tenu des montants que l'ACOSS est capable de financer à court terme. Pour rappel, le besoin de financement de l'ACOSS est estimé à près de 80 milliards d'euros pour 2025 et sa trésorerie n'est que de 30 à 50 jours. Nous courons un risque majeur d'asphyxie financière si nous ne trouvons pas rapidement de solutions pérennes pour l'année en cours. Le Haut Conseil nous alerte également, si la reprise de dette s'opère en allongeant la durée de la CADES, cela pourrait conduire à une hausse de la CRDS ou de la CSG. Ainsi, en soutenant cette motion de censure, collègues insoumis, vous mettez en péril l'avenir de notre système de protection sociale, l'avenir de nos concitoyens dont les besoins sociaux ne pourraient plus être pris en charge, l'avenir de nos enfants qui hériteront d'une dette insupportable. J'en appelle donc à la responsabilité de chacun, car nous n'avons plus le luxe d'attendre. Nous pouvons avoir des désaccords sur le budget. Pourquoi? Parce que malheureusement, nous abordons un texte budgétaire sans avoir eu au préalable des discussions sur la vision, sur les missions, sur les objectifs et sur les priorités de notre système de santé. Nous le savons, notre système de santé n'est pas malade que de son financement, car son organisation ne répond plus aux besoins de nos concitoyens. Il a été créé pour répondre à des pathologies aiguës. Or, aujourd'hui, il doit faire face à des pathologies chroniques. Il a été bâti sur deux piliers, une médecine hospitalière publique et une médecine de ville libérale. Les professionnels de santé travaillaient alors de manière individuelle, alors que nous savons aujourd'hui que leurs exercices doivent être coordonnés. Il devait faire face à des hospitalisations longues. Désormais, l'essentiel des soins hospitaliers est prodigué en ambulatoire. Et surtout, il a été bâti autour du soin. En 1945, la promesse faite aux Français était de prendre en charge leurs soins, quels que soient leurs revenus et quel que soit leur comportement en santé. La prévention de ces nouvelles pathologies chroniques, longues et coûteuses a été oubliée. Ce système n'est plus adapté aux nouveaux besoins de nos concitoyens. De plus, nous n'arrivons plus à redresser durablement nos comptes sociaux. Chaque automne, lors du PLFSS, nous sommes tous alertés par le déficit croissant de la sécurité sociale. Et malgré ceci, une fois le budget passé, nous remettons à plus tard les mesures nécessaires. Le déficit de la sécurité sociale, c'est 19 milliards en 2022, 11 milliards en 2023, 18 milliards en 2024 et a priori 23 milliards d'euros en 2025. Combien de temps notre système de sécurité sociale peut encore tenir ainsi? Notre système de protection sociale unique et envié de tous a couvert tous nos risques. Assurance pour tous contre le chômage, assurance pour tous pour nous garantir une pension lors de notre retraite, assurance pour tous face à la maladie. Et chaque année, ce système creuse un peu plus son déficit. Nous avons trois manières de le combler. En augmentant les cotisations, en creusant la dette. Je ne pense pas que ce soit les solutions que nous puissions envisager. Je crois qu'il nous faut dépenser mieux et surtout faire des arbitrages. La politique, c'est de savoir faire des choix. Avec un déficit jamais atteint, nous avons récemment voté des mesures justifiées, toujours généreuses, mais non financées. Je prendrai pour exemple la meilleure prise en charge des pathologies de la femme, qui sont normales, mais non financées, ou les fauteuils roulants. Demain, nous allons devoir ensemble nous accorder avec lucidité, courage, sur les priorités que nous souhaitons, pour éviter que notre générosité soit financée par la dette, donc à la charge des générations qui nous suivront. Alors, comment changer de système sans prendre en compte au préalable les besoins de la population? Toute réforme structurelle serait vaine. Parlementaires, nous devons débattre pour déterminer quels sont les besoins de la population en prévention et en soins, pour repenser l'offre en fonction de ces besoins, pour recentrer les missions de nos organismes sociaux, pour élaborer une stratégie et une trajectoire budgétaire afin de proposer aux acteurs une vision et un financement pluriannuel.
Le Premier ministre, François Bayrou, a ouvert le débat sur la pluriannualité du financement de la sécurité sociale. Aujourd'hui, notre logique budgétaire à court terme enferme tous les acteurs de la santé dans l'incertitude et freine toute réforme structurelle. Une programmation pluriannuelle leur permettrait de mieux anticiper, investir, fixer un cap clair, des priorités, des objectifs et d'avoir une visibilité budgétaire afin de sortir de cette navigation à vue qui met en péril notre système. Et surtout, la pluriannualité responsabiliserait chaque acteur, élus, professionnels de santé, industriels, patients. Il est difficile d'exiger des économies quand personne ne sait de quoi demain sera fait. Planifier sur plusieurs années, c'est faire des choix réfléchis, construire une trajectoire soutenable. Cette logique pluriannuelle permettrait en outre, enfin, de donner des moyens durables à une politique systémique, et j'ose même dire le terme industriel, de prévention en santé, c'est-à-dire veillant à produire des bons comportements en santé. Face à la complexité politique actuelle, le Premier ministre a pris ses responsabilités en proposant un budget transitoire et de compromis, un budget pragmatique et responsable. En matière de santé, le gouvernement a augmenté de 1 milliard l'Ondam, avec une hausse de l'Ondam hospitalier à 3,6%, alors qu'il était prévu que de 3,1%, afin de permettre la poursuite des recrutements nécessaires pour faire face aux besoins de fonctionnement des services hospitaliers. Un accord avec l'industrie du médicament a été conclu pour générer 600 millions d'euros d'économies en échange d'un plafonnement du rendement de la clause de sauvegarde du médicament à 1,6 milliard d'euros. Enfin, le ticket modérateur et la prise en charge par l'assurance maladie seront maintenus à leur niveau actuel, évitant ainsi toute hausse du coût des mutuelles et préservant l'accès aux soins pour tous. En matière de prévention en santé, le groupe démocrate soutenu par le gouvernement est à l'initiative d'une réforme de la taxe soda. Je la reprends, inspirée du modèle britannique, qui rend plus incitative contre la consommation excessive de sucre, qui contribue à l'augmentation de l'obésité et du diabète. En matière de dépendance, le Premier ministre a triplé le fonds d'urgence dédié aux EHPAD en difficulté, portant à 300 millions d'euros ce fonds d'urgence, une réponse forte au défi de vieillissement de la population qui doit s'accompagner d'une réflexion plus large sur le financement du grand âge. Chers collègues, ce budget transitoire n'est certes pas satisfaisant, mais il est essentiel au fonctionnement de nos organismes sociaux. C'est pourquoi le groupe démocrate soutient le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025, œuvrera dès les prochaines semaines pour proposer aux Français une nouvelle vision de notre système de santé, allant de pair avec une vision pluriannuelle de la sécurité sociale, et s'opposera à cette motion de censure. Collègues insoumis, vous qui avez posé cette motion voulant censurer le budget de notre protection sociale, vous qui revendiquez l'héritage d'Ambroise Croizat, pourquoi vouloir mettre à bas définitivement notre système de protection sociale? Si cette motion de censure était adoptée, vous en porteriez la lourde responsabilité devant l'ensemble de nos concitoyens, notamment les plus fragiles, ceux dont le seul patrimoine est la sécurité sociale. Je vous remercie. Merci, Monsieur Isaac Sibyl. La parole est à Monsieur le Président Paul Christophe pour le groupe Horizon et Indépendants. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, Monsieur le rapporteur général, Mesdames et Messieurs, chers collègues. Nous voici réunis pour discuter une dernière fois, du moins je l'espère, d'une motion de censure du groupe La France Insoumise, déposée pour rejeter le projet de loi de financement de la Sécurité sociale 2025. Aujourd'hui, après 4 engagements successifs de la responsabilité du gouvernement, se dessine enfin le fin d'un long périple budgétaire laissant place à une lueur d'espoir, Monsieur le Premier ministre. Un espoir avant tout de stabilité. Car nous aspirons à un exécutif capable de durer et de restaurer la confiance des citoyens dans nos institutions. Et parce que cette stabilité s'avère essentielle pour aborder les réformes à mener pour redresser durablement le pays. Un espoir de confiance retrouvé, tant pour nos concitoyens que pour les investisseurs et nos partenaires économiques, grâce à un budget enfin voté
qui rétablit la prévisibilité nécessaire à la préservation de l'emploi et à la création de richesses. Un espoir de solidarité renforcée, car ce budget marque un engagement fort en faveur de notre système de santé et de protection sociale, avec notamment le triplement du fonds d'urgence pour les EHPAD, porté à 300 millions d'euros, Madame la Ministre, et qui permettront de mieux accompagner nos aînés dans des conditions dignes, ou encore avec 270 millions d'euros, et vous savez que j'y étais attaché, pour apporter de nouvelles solutions aux personnes en situation de handicap. En effet, mes chers collègues, dans ce budget, des dépenses, il y en a. Plus de 660 milliards d'euros cette année pour l'ensemble des régimes obligatoires de base de la sécurité sociale. Je ne peux donc pas vous laisser dire que ce budget est un budget d'austérité. Les résultats des dernières élections législatives ont révélé une réalité incontournable. Aucun groupe politique ne peut prétendre à lui seul construire l'avenir de notre pays. Cette diversité d'opinions, loin d'être une faiblesse, est le reflet de la richesse de notre démocratie. Elle nous oblige à l'humilité et au dialogue. À l'opposé du dialogue, nous avons vu des coalitions se former, non pas autour de projets communs, mais dans le seul but de censurer, de bloquer, sans proposer d'alternatives viables. Ces postures sont dangereuses, car elles minent la confiance des concitoyens en notre capacité à gouverner et à répondre à leurs attentes. Il est donc de notre responsabilité, en tant que représentants du peuple, de dépasser ces alliances négatives et de construire des ponts entre nous. Et ce PLFSS en est un exemple. Il n'est parfait pour personne, vous l'avez tous dit, y compris pour mon groupe. C'est parce qu'il est le fruit d'un compromis. La troisième partie de ce projet de loi est cruciale pour assurer la pérennité et l'efficacité de notre système de santé et de solidarité. Dans ce contexte, nous saluons un objectif national des dépenses d'assurance maladie pour 2025 en hausse de 3,3 %. Je souhaiterais également insister sur l'article 16 bis F issu d'une proposition de notre groupe qui vise à interdire les plateformes numériques délivrant des arrêts de travail en ligne. Vous savez tous que ces arrêts de travail en ligne contre rémunération permettent l'obtention d'arrêts maladie via un simple questionnaire en ligne sans réelle consultation. Ces plateformes compromettent les principes de santé publique et de responsabilité médicale. Alors, mes chers collègues, aujourd'hui, nous sommes à un tournant décisif pour notre nation. Nous devons choisir entre l'unité et la division, entre la solidarité et l'égoïsme partisan. Ne nous laissons pas entraîner dans des débats stériles qui ne font que nous diviser davantage. Ne cédons pas aux tentatives de ceux qui cherchent à nous détourner de notre objectif commun, une France forte et solidaire. Nous devons nous concentrer sur l'essentiel, soutenir notre système de solidarité, garantir la continuité de nos services publics et assurer un avenir meilleur pour tous nos citoyens. La France traverse une période de crise, mais c'est aussi une opportunité pour nous de nous réinventer. Ce PLFSS est un pas dans la bonne direction en répondant aux urgences immédiates. C'est pourquoi nous ne pouvons pas nous permettre de soutenir une motion de censure qui ne ferait que nous maintenir dans l'incertitude et l'instabilité. Avec le groupe Horizon et Indépendants, que j'ai l'honneur de présider, nous croyons en la force du dialogue, en la puissance du compromis. Nous croyons en une France capable de surmonter les défis, de se relever et de prospérer. En résumé, nous croyons en une France de progrès, de justice et de solidarité. Une France où chacun a sa place, où chacun contribue et bénéficie à sa juste part de richesse et de solidarité collective. Ceux qui soutiendront cette motion de censure ne partagent pas cette vision. Ils ne représentent pas l'avenir que nous voulons pour notre pays. Je le dis aux Français, viscéralement attachés à ces valeurs de solidarité, de justice et d'égalité. En déposant cette motion de censure, ceux qui vous font tant de promesses dévoilent au grand jour qu'ils vous mentent. Ils vous disent que les dépenses peuvent être infinies et qu'il y aura toujours des recettes nouvelles pour couvrir leurs promesses électorales. Taxer la croissance tout en promettant la décroissance. Ils vous disent que les dépenses peuvent être infinies, qu'il y a toujours des recettes, certes, mais ils vous disent aussi qu'une loi spéciale est un budget comme un autre, alors qu'elle ne permet pas à nos services publics de fonctionner jusqu'à la fin de l'année. Ils vous disent qu'ils sont les défenseurs des plus modestes, des femmes, des familles, mais refusent d'adopter le budget de la sécurité sociale qui avant tout les protège, car les plus aisés n'ont ni besoin de budget, ni de solidarité nationale. En bref, nous disons non à la censure, mais oui au dialogue franc et sincère, dans une situation politique inédite
où un bloc ne peut avoir l'arrogance de décider seul. Mes chers collègues, croyez-moi, il en va de la crédibilité de la France. Merci. Merci, Monsieur le Président. Pour le groupe Liberté, Indépendants, Outre-mer et Territoires, la parole est à Monsieur Paul Molac. Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, Messieurs et Mesdames les ministres, chers collègues, notre groupe LIOT a coutume de dire que l'article 49.3 affaiblit la pratique démocratique et le gouvernement qui y recourt. Depuis 2022, il est pourtant devenu la règle pour faire adopter les budgets de l'État et de la sécurité sociale. Cette pratique réduit la portée du débat parlementaire et érode la confiance des citoyens. L'utilisation répétée de cet outil ne traduit pas seulement une incapacité à rassembler une majorité autour de propositions budgétaires, ce qui est déjà profondément préoccupant, elle traduit aussi l'échec d'une méthode, l'échec du gouvernement à trouver des compromis. Le rejet des motions de censure successives sur le PLF et le PLFSS aura toutefois démontré que la seule majorité qui existe aujourd'hui à l'Assemblée nationale est celle qui ne veut pas déstabiliser le pays. La seule explication au rejet de ces motions et à l'adoption par défaut de nos textes budgétaires réside dans le refus des parlementaires à priver notre pays d'un budget pour l'État et la sécurité sociale. Refuser de voter en faveur des motions de censure ne signifie évidemment pas apporter son soutien à ce projet de loi de finances de sécurité sociale. Et je tiens à le réaffirmer, si nous avions pu voter sur le PLF et le PLFSS, nous aurions voté contre. Nous demeurons un groupe d'opposition. Alors certes, opposition constructive et responsable, mais d'opposition quand même. Dès lors, refuser de voter en faveur d'une motion de censure, cela traduit simplement notre volonté de doter nos établissements de santé, nos hôpitaux, nos EHPAD, nos départements, des moyens financiers pour assurer leur mission de service public et en matière de santé et de solidarité. Pour autant, accepter de légiférer par 49.3 demeurera toujours pour les parlementaires que nous sommes un renoncement et un choix que nous ne prenons jamais à la légère. D'autant qu'à l'heure où nous parlons, il faut rappeler que nous avons été échaudés sur ce qui se passe dans le projet de loi de finances. Nous découvrons des mesures problématiques qui n'étaient pas dans le texte initial ou qui contreviennent à l'esprit des négociations et des engagements du gouvernement. Je citerai la mesure d'assujettissement à la TVA pour les indépendants, la suppression des crédits pour la recherche sur les cancers pédiatriques ou encore la taxe sur les billets d'avion en Outre-mer et en Corse. Ces mesures ne reflètent pas notre travail parlementaire et traduisent aussi un manque de préparation et de transparence. Elles appellent à une vigilance de tous les instants. Le gouvernement a indiqué renoncer à certaines de ces dispositions, donc acte, mais cette méthode est loin d'être satisfaisante, y compris pour vous, dans la préparation des budgets. Nous le savons, accepter de légiférer par la procédure prévue à l'article 49.3, c'est prendre le risque de l'arbitraire, mais certaines décisions du gouvernement ne ressortent pas, ne correspondent pas à nos débats. L'assujettissement à CSG et CRDS au-delà de 50% du SMIC, ainsi qu'à cotisations sociales correspondant à une perte de pouvoir d'achat pour les apprentis, nous ne comprenons pas pourquoi la création de recettes nouvelles, qui est un objectif légitime, se fait au détriment de personnes dont la rémunération est la plupart du temps inférieure au SMIC, en pénalisant une voie d'inclusion par le travail pourtant intéressante. Le compromis qui ressort au sujet de la réforme des cotisations sociales aurait pu être plus ambitieux. Les exonérations représentent plus de 80 milliards de dépenses par an et plusieurs rapports ont souligné leur faible efficacité sur l'emploi. C'était une mesure audacieuse qu'il fallait ajuster pour ne pas nuire aux bas salaires. La version issue du Sénat était un bon atterrissage, malheureusement non maintenu. Surtout, l'utilisation de l'article 49.3 a éliminé une disposition qui aurait permis de calculer les allègements généraux pour les entreprises dont les salaires minimaux sont inférieurs au SMIC, sur la base de ces salaires minimales plutôt que du SMIC. Ces mesures auraient soutenu les salaires et nous ne comprenons pas sa suppression alors qu'elle avait fait l'objet d'un accord en CMP. Alors, tout n'est pas à jeter dans ce projet de loi de financement de la sécurité sociale et c'est heureux. Plusieurs dispositions en faveur des agriculteurs sont très attendues. Je pense particulièrement au calcul de leur pension de retraite sur les 25 meilleures années. Plusieurs mesures en faveur de la prévention ont été également ajoutées à l'Assemblée et au Sénat sous la forme de taxes comportementales sur les sodas ou sur les jeux de hasard. Nous estimons que nous aurions allé plus loin
en intégrant également le sucre contenu dans les produits transformés. La qualité de notre alimentation est un enjeu de santé publique beaucoup trop sous-estimé et il nous paraît temps d'y remédier. La prévention doit aussi passer par une plus grande ambition en matière de sport-santé, particulièrement sur certaines maladies chroniques comme le diabète ou les cancers. La prévention, c'est également la prévention en santé mentale, pourtant une grosse cause nationale, mais insuffisamment traitée dans ce projet de loi. Beaucoup de sujets essentiels passent ainsi à la trappe, la petite enfance en premier lieu, alors que les récents scandales auraient mérité une plus grande prise de conscience. La question du handicap aussi, alors que nous fêtons les 20 ans de la loi de 2005 et que nous constatons encore de très grandes lacunes dans l'inclusion et l'accès aux droits des personnes en situation de handicap. La situation budgétaire de notre système de sécurité sociale devrait pourtant nous conduire en responsabilité à essayer de dépasser nos clivages pour œuvrer au bien commun. Car la sécurité sociale, dont nous fêtons les 80 ans cette année, est notre bien commun. Elle est une des institutions les plus précieuses de notre pays. Elle constitue la promesse d'égalité et de solidarité au cœur de notre pacte social. Dans le PLF se joue la vie de nos concitoyens. Tous nous disent leur inquiétude sur les fermetures des services d'urgence, de maternité, en particulier dans les territoires ruraux. Tous nous disent leur difficulté à trouver un médecin traitant, à prendre un rendez-vous chez les spécialistes. Tous nous disent les difficultés à s'occuper de leurs parents lorsque ces derniers prennent de l'âge et perdent en autonomie, leur difficulté à trouver une solution en établissement ou en domicile. Pourtant, les exercices budgétaires se succèdent sans qu'une vision de long terme sur les recettes et les besoins ne soit définie. L'absence de majorité à l'Assemblée et le manque de stabilité politique entravent tout projet de réforme en profondeur pour notre santé, pour notre soutien à la branche autonomie, pour notre retraite. La revalorisation de l'ONDAM, l'enveloppe budgétaire d'urgence pour les EHPAD en difficulté, toutes ces mesures, nous les saluons, mais admettons qu'elles ne constituent pas une politique cohérente pour notre protection sociale. Il y a un consensus aujourd'hui pour l'avènement d'une loi de programmation sur l'autonomie, pour une loi pluriannuelle sur les besoins de santé, mais quel gouvernement pourra les mettre en œuvre ? Notre groupe maintient la position qui est la sienne depuis le début de nos débats, responsabilité et lucidité, sur nos comptes publics qui sont en grave difficulté, mais aussi sur les besoins de nos concitoyens en matière de santé et de protection sociale. Une politique de réduction des dépenses dans un objectif purement comptable ne constitue pas, pour nous, une bonne politique. Les dispositions qui figurent dans ce texte risquent d'aggraver l'accès aux soins. Nous redisons notre opposition à ces dernières. Nous avons obtenu d'autres avancées qui justifient notre refus de ne pas voter cette motion de censure, mais encore une fois, il faudra faire bien davantage pour pérenniser notre modèle de protection sociale. Je vous remercie. Merci, Monsieur Molac. La parole est à Madame Soumia Bourouaha pour le groupe de la gauche démocrate et républicaine. Merci. Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, 10 jours et 4 49.3 déclenchés. C'est de cette manière que nous pourrions résumer nos débats sur l'exercice budgétaire 2025. Je dois vous avouer que je regrette d'avoir à défendre ce soir cette 4e motion de censure. Mais force est de constater que la majorité d'hier et le socle commun d'aujourd'hui n'est pas capable de gouverner autrement que par la matraque parlementaire. Et si honte il y a, elle est définitivement de votre côté. Votre profonde angoisse du débat vous pousse à des usages irraisonnés de cet outil constitutionnel si éloigné de notre vision du débat démocratique. Et c'est bien parce que vous ne permettez pas le débat que nous sommes contraints d'user de tous les moyens disponibles pour en avoir un. L'examen de ce PLFSS avait déjà bien mal débuté, car c'est déjà sur ce texte de loi que le gouvernement de Michel Barnier est tombé le 4 décembre dernier. À tous ceux qui pensent encore ici défendre l'idée que les conclusions de la CMP constituent un point d'équilibre, je me permettrai de rappeler que si tel avait été le cas, le gouvernement Barnier n'aurait pas eu recours au 49.3 pour en valider les conclusions et il n'aurait pas été censuré dans la foulée. Parce que cette copie était mauvaise, nous aurions pu repartir d'un nouveau texte, revu et corrigé, que le Parlement aurait amendé.
par le débat, nous aurions pu vous proposer des recettes nouvelles, des mesures de justice sociale inédites. C'était sans compter le choix malheureux de repartir du texte du Sénat et de couper court à toute discussion. Pas de possibilité de défendre des articles additionnels et in fine, pas de débat du tout. Et il y en aurait pourtant des choses à dire. À travers ce texte, vous empruntez une ligne politique que nous contestons et qui consiste à vouloir faire supporter aux assurés sociaux, aux établissements de santé et à leur personnel les mauvais choix budgétaires des gouvernements Macron. Le déficit des hôpitaux publics devrait avoisiner les 3,5 milliards d'euros en 2024. 85% des EHPAD sont en déficit, leur personnel soignant et non soignant sont fragilisés. À cela, vous ajoutez une des propositions les plus malvenues des sénateurs de droite, faire travailler les Français 7 heures de plus par an, sans être rémunérés. Alors que le travail paye si mal, que des millions de Françaises et de Français sont contraints de rogner sur toutes leurs dépenses, même les plus essentielles, comment pouvez-vous soutenir décemment une telle mesure ? Que dire aussi de votre tentative totalement honteuse de supprimer 15 millions d'euros en faveur de la recherche pour le cancer pédiatrique ? Décision sur laquelle vous êtes revenu, fort heureusement, face au tollé provoqué par tant d'indécence. Car l'indécence, c'est une notion qui caractérise encore trop la vision politique publique, votre vision. Dernière mesure en date, la volonté de ponctionner des mutuelles de santé qui avaient augmenté leurs tarifs par anticipation pour compenser l'augmentation du ticket modérateur. Vous êtes revenu à la raison sur cette disposition, certes, mais plutôt que de rendre le trop perçu aux assurés, vous faites le choix de ponctionner ces mutuelles et à travers elles, de demander un effort supplémentaire aux assurés sociaux. Et ce, alors que les mutuelles ont déjà augmenté de 8 à 10% en 2024. Et encore, quand vous en avez une mutuelle, car il y a quand même 3 millions de personnes qui aujourd'hui n'en ont pas. Et ça, c'est pas acceptable. Pour tenter de répondre à ce constat alarmant, les municipalités sont de plus en plus nombreuses à proposer des mutuelles communales. Mais est-ce vraiment leur rôle ? Dans ma circonscription, comme partout en France, nous ne sommes pas épargnés par le phénomène des déserts médicaux. Face à cette situation, les maires se démènent pour trouver des moyens inventifs afin de faciliter l'implantation de spécialistes sur le budget des collectivités pourtant rabotées. Par ailleurs, le manque de médecins n'explique pas à lui seul le non-recours de nos concitoyens aux soins. Avancer les consultations en santé et la faible généralisation du tiers payant ne favorisent pas le suivi médical. Près de 6 Français sur 10 renoncent déjà à des soins dont ils ont besoin. Nombreux sont les patients qui consultent alors que leur état de santé est devenu plus que préoccupant. Aussi, le forfait de passage aux urgences, loin de les désengorger, a en revanche reculé la prise en charge des patients dont la santé le nécessiterait. L'indécence encore et l'effroi lorsque je pense à ces femmes et ces hommes décédés dans les couloirs des urgences du fait des effectifs de soignants et d'un système qui les broie. De fait, cela fait maintenant plus de 6 ans que nous n'avons pas eu de débat d'un texte majeur sur la santé publique. Plusieurs années aussi que nous attendons une loi sur le grand âge qui ne vient pas, malgré le scandale Orpea et la maltraitance connue dans les institutions d'accueil pour nos aînés. Alors certes, ce gouvernement a pris des engagements comme soutenir la suppression de l'article 23 du PLFSS qui prévoit un décalage et un plafonnement de la revalorisation des pensions de retraite, ou encore l'annulation des mesures de déremboursement des consultations médicales et des médicaments initialement prévues par le gouvernement Barnier par voie réglementaire. S'agissant du fonctionnement des hôpitaux publics et des EHPAD, l'Ondam initial de plus de 2,8% serait porté à 3,3%, avec notamment un Ondam hospitalier à plus de 3,6%. Mais quand même, j'ai quand même le sentiment que ce que vous nous donnez d'une main, vous le reprenez d'une autre, en prenant un peu plus à chaque fois, à chaque passage. Je pense à la proposition du ministre du Travail
et de l'emploi de faire davantage contribuer les retraités les plus aisés au financement de la protection sociale par une hausse de la CSG. Je pense au soutien de la ministre du Travail et de la Santé à ce que nos concitoyens travaillent 7 heures de plus par an sans rémunération. Je pense encore à ce gouvernement qui soutient le démantèlement des services de contrôle médical, l'instauration d'une taxe lapin ou encore la remise en cause des arrêts de travail des fonctionnaires. Voilà, autant d'éléments qui confirment votre inscription dans le pas de vos prédécesseurs. Alors, s'il est effectivement urgent de voter un budget, cette urgence ne peut en occulter une autre, tout aussi impérieuse, celle des besoins sociaux et sanitaires de leur financement, celle d'avoir un débat sur les enjeux de santé publique et d'accès aux soins, au lieu de traquer la moindre réduction des dépenses sans souci du long terme pour notre système de soins. Nous devons répondre aux besoins de sécurité de nos hôpitaux et de nos EHPAD qui ont besoin d'une visibilité pluriannuelle pour redresser durablement leur situation. Donner les moyens à la sécurité sociale avec des ressources à hauteur des besoins de nos concitoyens. Là est en vérité le meilleur gisement d'économie pour l'avenir. Parce que vous avez choisi de confisquer ces débats, le groupe GDR votera dans sa grande majorité cette motion de censure. Je vous remercie. Je vous remercie. Pour le groupe UDR, la parole est à Monsieur Olivier Fessin. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Premier ministre, chers collègues. Nous avons maintenant nos petites habitudes dans ce rendez-vous désormais récurrent. Et pour vous épargner toute lassitude, vous noterez que le groupe UDR prend soin d'alterner votre interlocuteur entre mon excellent collègue Maxime Michelet et moi-même. Si vous avez une préférence, je vous remercie par avance de ne pas en faire état, surtout si ce n'est pas à mon avantage. Si la France insoumise maintient ce rythme effréné de dépôt de motions de censure, la fréquence de nos rencontres pourrait même nous amener naturellement à nous appeler par nos prénoms respectifs à terme. Ceci étant, si l'orateur change, le message reste similaire. La troisième partie du PLFSS ne nous convient pas plus que les deux premières. Néanmoins, nous poursuivons dans le sens de la stabilité et donc nous ne censurerons pas. Annoncer un plan en 3 parties en brisant déjà le suspense, c'est un exercice périlleux qui m'oblige à une certaine concision. Il serait redondant de s'étendre une fois de plus sur certaines de nos lignes rouges qui ont été entendues et respectées. Pas de désindexation des retraites, ce qui évite aux retraités de financer l'inflation par eux-mêmes, et pas de baisse des remboursements des soins, même si le milliard d'euros qu'on voulait facturer aux patients s'est simplement déplacé vers les mutuelles, lesquelles, bien sûr, le répercuteront sur les cotisations des Français. Je vous invite néanmoins à contenir votre joie. Nous conservons encore et toujours quelques points d'insatisfaction et nous restons donc dans l'opposition. Je me contenterai de citer, à titre principal et non exhaustif, quelques arbitrages qui nous laissent perplexes, notamment une ponction d'1 milliard d'euros sur les mutuelles qui, en réalité, pèse sur les Français. Les tarifs ayant déjà été augmentés en anticipation, cette mesure risque de devenir une ponction durable. Autre zone de perplexité, un alourdissement des charges générales sur les entreprises. Après un premier projet à 4 milliards d'euros de hausse de cotisation, nous voici seulement à 1,6 milliard d'euros. Une baisse du fardeau, certes, mais un fardeau tout de même. Pour les apprentis et les jeunes entreprises, cela représente 450 millions d'euros de charges supplémentaires contre 960 millions en première lecture. Nous ne cautionnons pas non plus cette nouvelle taxation des boissons sucrées, du tabac et des sachets de nicotine. Peut-être une bonne intention sur le papier, mais une manière détournée de ponctionner les Français sans assumer de véritables réformes structurelles. Surtout, nous y voyons un réflexe fiscal, alors même que la France est le pays où les prélèvements obligatoires sont les plus élevés au monde. Nous regrettons aussi de ne toujours pas voir de concession sur l'introduction d'une dose de capitalisation dans notre système de retraite. Pourtant, le choc démographique et financier qui s'annonce ne se réglera pas à coup d'ajustement comptable. Enfin, l'aide médicale, l'AME, elle reste quasi intacte. Là encore, un refus net d'aborder un sujet qui mérite pourtant un débat sérieux. Bref, quelques joies, mais aussi des peines. Je vois que vous ne vous méprenez pas sur mon intervention. Nous savons que les mesures courageuses, indispensables, ne pourront être prises que par une majorité courageuse, donc dès que les urnes auront porté notre alliance au pouvoir.
Dans cet intervalle de temps, que nous espérons bref dans l'intérêt de la France, nous accepterons de subir, dans les limites du respect de nos valeurs fondatrices, certaines faiblesses de votre part, déjà aux frontières du supportable. Notamment un déficit qui devient structurel, 18 milliards d'euros en 2024, 23 milliards en 2025, 16 milliards annoncés pour 2028, sous réserve que les prévisions soient justes. Notamment une absence totale de vraies économies, on rabote ici et là, mais rien qui s'attaque aux racines du problème. Notamment une lutte contre la fraude sociale encore bien timide. On en parle, on la renforce un peu, mais toujours pas de carte vitale biométrique. Nous vous donnons donc rendez-vous dans très peu de temps pour un travail sérieux sur ces questions. Notre intérêt à tous est que la sécurité sociale protège tous les Français et que cette protection ne fasse pas peser un poids insupportable sur la croissance et l'emploi, qui sont les seules manières de garantir aux générations futures la même protection pour les risques de la vie. Certains de nos adversaires ne vous ont pas ménagé et je ne m'associe en aucun cas aux incorrections et autres inélégances dont ils se sont rendus coupables. J'espère que vous aurez apprécié cette parenthèse de douceur, sans brutalité ni agressivité, tout en étant certain que votre sagesse n'y verra pas pour autant des acquis que nous n'entendons pas vous concéder. À l'UDR, nous sommes attachés à une expression courtoise et mesurée qui ne saurait cependant altérer une détermination sans faille. L'UDR ne menace pas, mais l'UDR vous a prévenu. Je vous remercie. Merci, Monsieur Fessa. La parole est à Madame Joëlle Mélin pour le groupe Rassemblement national. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues, ce nouveau PLFSS n'est évidemment pas cohérent. Élaboré tour à tour par un premier gouvernement démissionnaire, un second intérimaire et un troisième peut-être éphémère, il a subi de nombreuses modifications, dont certaines sont positives. Et je dois le dire, grâce au Rassemblement national. Je pense à la réindexation des retraites, au fait que nous ayons pu éviter 1 milliard de déremboursements, 7 heures non travaillées qui ne seront pas retenues sur les Français et surtout de multiples dispositifs portant sur les entreprises et les ménages. Alors, ce PLFSS est caractérisé par 2 éléments. Le premier, qui conditionne fondamentalement le montant des dépenses, c'est que le compte n'y est pas. Tant fondamentalement, les chiffres présentés sont, selon Pierre Moscovici lui-même, à la limite de l'insincérité. La loi organique nous oblige à approuver des prévisions pour 24 et 25. Hélas, les chiffres de l'inflation et de la croissance en 2024 ont été mensongers, cela est avéré, et ceux de 2025 revus à la baisse chaque semaine. La loi nous oblige aussi à valider les tableaux d'équilibre de l'ensemble des régimes obligatoires de base. Eux aussi sont erronés, tant, année après année, ils ont été rectifiés du montant des déficits renvoyés à la CADES et des dettes propres à l'ACOSS, cette dernière masquée par son plafond d'emprunt. Cette année, c'est 65 milliards, alors qu'il n'était que de 13 en 2010. Tout cela dans un contexte de gestion et de contrôle interne scandaleusement déficient. Ainsi, en matière de recouvrement, le non-respect du principe des droits constatés porte sur un périmètre de 107,7 milliards et des éléments non probants sur plus de 450 milliards. Pas de justificatif pour 5 milliards de la branche maladie, perte sèche de 10 milliards en 2 ans sur la branche famille, 10% d'erreurs sur les dossiers de liquidation de retraite et 50 milliards sur la CNRACL financée par les subventions d'État, comme vous l'avez vous-même dit, Monsieur le Premier ministre. Dans ces conditions, comment voulez-vous déterminer des dépenses justes et adaptées aux nécessités actuelles? Comment voulez-vous fixer les trajectoires à 1 ou plusieurs années sur la totalité des tableaux obligatoires de la loi organique? Pourtant, nous sommes censés déjà préparer le budget 2026. Deuxième point, ce budget modifié sorti du Sénat et frappé par le 49.3 porte intrinsèquement la marque des gouvernements Attal et Barnier. Dans leur présentation d'octobre 2024, et cela dans un « en même temps » extraordinaire. Il prétend préserver notre modèle de protection sociale
en faisant progresser les dépenses de 21 milliards, portant ainsi à 662 milliards le montant global des dépenses prévues, dont acte, 10 milliards pour la maladie et les accidents de travail, 7 milliards sur la branche vieillesse, 2 milliards sur la branche maladie et autant pour l'autonomie. Mais en même temps, il note que la masse salariale sur laquelle s'appuie une partie maintenant congrue du financement va ralentir. J'ajouterai un ralentissement dans des proportions inquiétantes au regard de la flambée des liquidations d'entreprises. Mais on nous dit en même temps que le déficit serait porté à 23 milliards en 2025, alors que parallèlement, et le même mois, la Commission de contrôle de la sécurité sociale et le Haut Conseil des finances publiques le prévoient déjà à 30 milliards. Toujours en même temps, il est prévu de modérer les dépenses en prévoyant 5,8 milliards de déremboursements et des cotations des actes. Si grâce à nous, on l'avait déjà dit, 1 milliard de déremboursement des médicaments et des consultations a été évité, vous avez tout le loisir, avec la quarantaine au minimum de décrets et d'arrêtés, d'appliquer ce qui était prévu. Raboter 300 millions au moins pour les biologistes et les radiologues, 1,2 milliard pour la maîtrise médicalisée, une baisse du plafond de prise en charge des indemnités journalières de 600 millions, un plan de maîtrise sur les produits de santé et de sobriété des usages pour 2,4 milliards, 700 millions d'optimisation d'achat des hôpitaux et une hausse de 300 millions du prélèvement des franchises. Sur les retraites, certes réindexées, vous ciblez toujours certains retraités, vous ne donnez toujours pas de cohérence au statut de la 5e branche, un deuxième lundi de Pentecôte n'aurait servi à rien. Mais en même temps, vous plombez la lutte contre la fraude en démantelant les contrôles médicaux nationaux, seul rempart contre la fraude des usagers. Pourtant, alors que les Français sont les plus taxés en Europe, certains continuent à tout craint de vouloir prélever toujours plus, de raboter la moindre source de revenus, des plus riches aux plus modestes, allant même jusqu'à taxer les plans d'épargne retraite. D'autres, sous couvert de maîtrise, remboursent toujours moins à ceux qui cotisent toujours plus. Pour les patients, les restes à charge s'aggravent. Les plus fragiles dépensent plus de 25 milliards de complémentaires facultatives. On n'y pense jamais, soit 100 € par mois en moyenne, et ceux qui ne peuvent les payer renoncent aux soins. Les professionnels de santé, déclassés et désabusés, quittent précocement leur métier, aggravant les déserts médicaux. Nos hôpitaux sont dans un état alarmant. La mortalité infantile augmente et la longévité en bonne santé stagne. Les employeurs, eux aussi dans le brouillard, rechignent à embaucher. Le financement de la sécurité sociale par le travail n'est plus que de 48%. Le reste étant prélevé par un cumul de taxes et impôts assez invraisemblable dans un jeu de bonneteau alliant le budget de l'État, celui de la sécurité sociale et celui des collectivités territoriales. Parallèlement encore, 80 milliards d'exonérations sociales, dont certaines sont indispensables, cela est évident, mais d'autres sont obsolètes et surtout terriblement injustes, plombent le coût du travail. Nous ne pouvons donc accepter un budget aussi peu sincère. Il n'est plus possible d'accepter une franchise de 1 € par boîte de médicaments, alors que les comptes qui nous sont présentés sont erronés, voire approximatifs, sur plusieurs milliards d'euros. Cela est cynique et injuste. Alors, si nous nous opposons clairement à ce budget, pour autant, nous ne voterons pas cette censure portée par la LFI. Grâce à nos prises de position fermes, nous avons obtenu un allègement notable à la fois des prélèvements et des dépenses. Mais tout le reste de ce budget est insatisfaisant, comme le serait sans aucun doute un nouveau gouvernement si nous votions la censure. Seule nouvelle majorité du Rassemblement national assurera le redressement durable de nos budgets. Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à présent à Madame Annie Vidal pour le groupe Ensemble pour la République. Merci Madame la Présidente. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, chers collègues,
nous sommes une fois de plus dans cet hémicycle pour examiner la 4e motion de censure déposée par la France insoumise, ou devrais-je dire la France irresponsable. Motions de censure qui se suivent et se ressemblent, qui sont le reflet d'une stratégie d'opposition systématique cherchant à installer le chaos dans le pays au mépris de l'intérêt des Françaises et des Français qui souhaitent l'apaisement, le dialogue et la stabilité. Nombre d'indicateurs en témoignent et je l'entends dès que je rentre en circonscription. Face à cette posture, nous choisissons quant à nous la réflexion et le travail pour améliorer notre système de santé, la formation des soignants et leurs conditions d'exercice. C'est dans cet esprit qu'a été initié par mon collègue Jean-François Rousset un groupe de travail dédié à la santé et à la formation des médecins, et nous aurons des propositions pertinentes et pragmatiques. Censurer une nouvelle fois le gouvernement et priver les Françaises et les Français d'une loi de financement de la sécurité sociale serait tellement délétère pour les patients, pour les professionnels et pour l'ensemble de notre système de santé. Les établissements attendent leur circulaire budgétaire, tout comme les services à domicile. Alors oui, ce projet de loi de la sécurité sociale n'est pas parfait. Ce n'est pas celui que nous aurions voulu et c'est sans doute pas celui que vous auriez voulu. C'est un budget de compromis. 1,5 milliard d'euros de plus qu'en 2024. Est-ce qu'il s'agit d'austérité avec 23,5 milliards d'euros de plus? Je ne pense pas. Ainsi, grâce à un ONDAM revu à la hausse, c'est 9 milliards de plus pour le système de santé, pour les hôpitaux. Nous initions le premier financement de la stratégie décennale des soins palliatifs qui prévoit au total 1 milliard d'euros de financement supplémentaire. Je rappelle qu'à ce stade, 50% des personnes qui relèvent d'une prise en charge palliative ne peuvent pas y avoir accès. Donc c'est fondamental de pouvoir initier le premier versement de cette stratégie décennale construite récemment. Nous finançons l'expérimentation dans 23 départements de la fusion des forfaits soins dépendance des EHPAD, une mesure attendue et porteuse d'espoir pour le secteur qui ouvre la voie à une potentielle gouvernance renouvelée. Nous triplons également les mesures de soutien aux EHPAD votées par le Sénat et nous finançons les mesures de la loi Bien vieillir, votée en avril 2024, notamment pour soutenir la mobilité des intervenants du domicile et leur octroyer une carte professionnelle. Ce sont des piliers nécessaires pour asseoir une politique de l'autonomie que nous souhaitons plus ambitieuse et absolument indispensable pour accompagner la transition démographique. Nous améliorons l'efficience grâce aux négociations conventionnelles avec la CPAM pour la maîtrise des coûts dans les transports, dans la biologie et l'imagerie. Il s'agit là d'un pas important vers une gestion plus responsable et plus transparente de nos dépenses de santé. Dans cette logique, nous étendons le plafonnement de l'intérim médical aux personnels non médicaux, car non seulement l'intérim représente un gouffre financier pour nos établissements, mais il va à l'encontre de la fidélisation des professionnels, gage du lien soignant-soigné. Enfin, mesure attendue de longue date, les agriculteurs pourront bénéficier d'une pension de retraite de base calculée sur les 25 meilleures années. Et je ne parle pas de tout ce que contient ce PLFSS, c'est-à-dire l'établissement des certificats de décès par les infirmières, mesure importante notamment en ruralité, la reconnaissance des infirmières coordonnatrices en EHPAD, des mesures de prévention, de suivi des personnes en situation de handicap, des centres de médiation en santé sexuelle, de la vaccination contre le HPV et les méningocoques, ou encore de la garantie de paiement pour les assistantes maternelles, et bien d'autres mesures. Tout cela a été fait dans un contexte de déficit prévisionnel pour 2025 de 22 milliards d'euros, avec dans les années à venir des évolutions dynamiques pour les branches maladies, augmentation des maladies chroniques, besoins supplémentaires de prévention, pour la branche vieillesse, avec plus de retraites à servir et plus longtemps, et pour la branche autonomie, qui potentiellement verrait le nombre de bénéficiaires de l'allocation personnalisée d'autonomie augmenter de 30%. Et dans ces conditions, le retour à une trajectoire budgétaire moins dégradée n'est pas envisageable à moyen terme. Il convient donc dès maintenant
et pour préparer le budget 2026, d'engager une réflexion collective sur notre système de protection sociale. Nous devons définir des objectifs de dépenses crédibles au regard des besoins, mais aussi des moyens de régulation tout aussi crédibles. Il en va de la pérennité de notre système de protection sociale. La sécurité sociale, créée en 1945, est et doit rester un amortisseur social et économique, et nous avons pu constater en 2020 qu'elle avait été au rendez-vous. J'entends bien sûr les critiques sur ce texte, mais il contient toutefois des avancées et il a le mérite d'exister. Alors, chers collègues, vous priveriez les Françaises et les Français de tout cela en votant la motion de censure. Franchement, ce n'est pas sérieux. Une nouvelle censure entraînerait, de fait, une inertie décisionnelle qui fragiliserait davantage la sécurité sociale à laquelle les Françaises et les Français sont très attachés et qui impacterait en premier lieu les plus fragiles d'entre nous, ce que personne ici ne souhaite. Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, la voie était étroite et vous avez su trouver un chemin pour nous proposer un budget de financement de la sécurité sociale. Alors, en responsabilité et sans surprise, le groupe Ensemble pour la République ne votera pas cette motion de censure, cette motion d'irresponsabilité. Merci beaucoup, ma chère collègue. La parole est à présent à Monsieur le Premier ministre. Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les députés, nous voilà peut-être au terme de ce marathon. Si le vote du Sénat, lorsque cette motion de censure aura été repoussée, si le vote du Sénat soutient et conforme à la délibération que nous prenons aujourd'hui, alors la France aura ses budgets, le budget de l'action publique et le budget de la sécurité sociale. Et ce budget, c'est évidemment extrêmement lourd de conséquences pour notre pays. Il suffit de rappeler que la partie dépenses que nous votons aujourd'hui se monte, ça a été souvent rappelé, mais il est bon que ce rappel soit encore une fois souligné, à 666 milliards et 400 millions. Ceci garantit pour nos concitoyens, tous nos concitoyens, la protection sociale à laquelle ils ont droit et dont beaucoup d'entre vous ont rappelé qu'elle était le pilier central du pacte républicain, ce qui, pour beaucoup d'entre nous, renvoie aussi à l'héritage qui est celui du Conseil national de la résistance. Et cette motion de censure qui, je crois, ou j'imagine, j'espère, sera repoussée, c'est la meilleure réponse à ceux qui affirment que le sentiment des Français n'aurait pas été respecté. Je veux simplement rappeler, sans polémique, que la dernière motion de censure a réuni à peine 115 voix sur 577, et 115 voix sur 577, si on fait un calcul simple, c'est inférieur à 20% des voix que portent les parlementaires dans cet hémicycle. Et donc, ce texte a été évidemment difficile à faire naître, à mettre au monde. C'est le fruit d'un dialogue, un compromis. Le mot a été employé plusieurs fois à cette tribune, mais je veux attester que ce dialogue a été un dialogue de bonne foi,
de la part du gouvernement, de la part des groupes qui participent ou qui soutiennent le gouvernement, de la part aussi d'un certain nombre de sensibilités qui, ne participant pas au gouvernement, ne se sentant pas représentées par la majorité, ont cependant accepté de dialoguer pour qu'un texte amélioré permette à notre Assemblée de se prononcer sans arrière-pensée sur le texte. Ce texte est un équilibre et bien des aspects de ce texte qui ont été souvent rappelés, que je veux rappeler à mon tour. Plus de 6% d'augmentation des dépenses relatives aux établissements et services pour personnes âgées, plus de 3% d'augmentation pour les dépenses relatives aux établissements et services pour personnes handicapées, une augmentation de l'ONDAM à 3,3% et même l'ONDAM hospitalier à 3,6%. Ce qui a été un soulagement, évidemment, pour beaucoup de gestionnaires des hôpitaux et beaucoup de gestionnaires des EHPAD, à quoi il faut ajouter 6 500 recrutements de personnel soignant supplémentaires dans les EHPAD, une aide exceptionnelle de 300 millions d'euros pour soutenir les établissements en difficulté financière, un rehaussement à hauteur de 200 millions d'euros et une simplification des concours attribués aux départements pour leurs dépenses en matière d'autonomie. Ces moyens en hausse, notamment pour l'hôpital, permettent de prévoir un financement des mesures d'attractivité pour augmenter les effectifs des hôpitaux, mieux rémunérer les professionnels. Et je veux insister tout particulièrement sur la meilleure prise en charge de la santé mentale, dont le gouvernement de Michel Barnier avait fait une cause nationale et que nous avons répété comme devant être pour nous un axe prioritaire. Un financement des mesures d'amélioration de la réponse aux urgences, notamment pour les SMUR et pour les SAMU, et des financements complémentaires pour développer les soins palliatifs dans les territoires et aussi pour améliorer la prise en charge des violences faites aux femmes. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 permettra aussi d'accompagner la réforme du métier infirmier, de mettre en œuvre l'accès direct aux kinésithérapeutes qui exercent en communauté professionnelle territoriale de santé, de mettre en œuvre la feuille de route visant à lutter contre les pénuries des produits de santé, d'améliorer l'intégration des centres de soins non programmés dans l'offre de soins via leur participation au service d'accès aux soins. Et il renvoie à un cahier des charges décrivant les principes d'organisation de ces centres. Ce projet de loi de financement conforte les moyens et les objectifs du service public de la petite enfance qui est entré dans une dynamique nouvelle au 1er janvier 2025 en partenariat avec les communes de notre pays. Ce projet de loi de financement est une nécessité parce que le déficit spontané de la sécurité sociale pourrait atteindre 28 milliards d'euros, soit un niveau largement supérieur au déficit constaté en 2021. Avec le vote de ce projet de loi de financement, ce niveau sera limité à 22 milliards d'euros. Je veux rappeler que ce déficit est supérieur au déficit de l'année précédente, et que ce déficit représente 50 milliards sur les 2 dernières années, quelque chose comme quelques 50 milliards sur les 2 dernières années, c'est dire à quel point l'urgence de la réflexion sur l'organisation de notre politique de santé est nécessaire et doit s'imposer à nous tous. Si ce texte, comme je le crois, est proclamé comme adopté ce soir, la semaine prochaine, il faudra immédiatement que nous nous tournions vers l'avenir pour trouver les clés, réfléchir, mettre en place
un projet d'une sécurité sociale qui protège chaque Français et qui soit financièrement soutenable dans le temps long. C'est une immense refondation que nous avons à conduire. C'est une immense refondation sur laquelle nous devons tous investir notre capacité d'analyse, notre connaissance du monde de la santé et du monde des besoins en santé, et aussi notre imagination. Il en faudra beaucoup pour que ce nouvel équilibre soit trouvé. Ma certitude, c'est que c'est par le dialogue que nous y arriverons, dialogue auquel j'appelle chacune et chacun d'entre vous sur les bancs de l'Assemblée nationale. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le Premier ministre. Je vais maintenant mettre aux voix la motion de censure. Le scrutin est annoncé dans l'enceinte de l'Assemblée nationale. Je rappelle que seuls les députés favorables à la motion de censure participent au scrutin et que le vote se déroule dans les salles voisines de l'hémicycle. Le scrutin va être ouvert pour une durée de 20 minutes. Il sera donc clos à 19h42. La séance est suspendue. Mes chers collègues, la séance est reprise. Voici les résultats du scrutin. Majorité requise pour l'adoption de la motion de censure sur la majorité absolue des membres composant l'Assemblée nationale 289, pour l'adoption 121. La majorité requise n'étant pas atteinte, la motion de censure n'est pas adoptée. En conséquence, la troisième partie et l'ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2025 sont considérés comme adoptés. Prochaine séance ce soir à 21h30, proposition de loi visant à restaurer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants et de leurs parents. La séance est levée. Je vous remercie.